Dans un monde où les légendes de la musique continuent de captiver des générations, Julio Iglesias, à 82 ans, reste une figure emblématique dont le style de vie fascine autant que ses mélodies. De Madrid à Miami, en passant par les rivages ensoleillés de la République dominicaine, cet artiste aux millions d'albums vendus incarne un luxe discret mais indéniable. En 2025, alors qu'il célèbre son anniversaire, des révélations sur ses propriétés somptueuses, ses collections de voitures et son patrimoine impressionnant refont surface, alimentés par des confidences de proches. Ce reportage explore en profondeur son parcours, depuis ses origines modestes, dans la capitale espagnole jusqu'au sommet de la gloire internationale, dévoilant les facettes d'une existence où l'élégance rencontre l'extravagance. À travers une narration objective, il examine non seulement les biens matériels, mais aussi les dynamiques personnelles et professionnelles qui ont façonné cette vie hors norme. Madrid, avec ses avenues de majestueuses et ses quartiers vibrants, a servi de toile de fond aux premières années de Julio Iglesias. Né le 23 septembre 1943, dans une famille de la classe moyenne, il grandit sous l'influence d'un père gynécologue, Julio Iglesias Sr., dont la rigueur professionnelle inspire une discipline précoce. Sa mère, Maria del Rosario de la Cueva, d'origine galicienne, remplit le foyer d'histoire et de chaleur, éveillant chez le jeune Julio une sensibilité pour les récits humains. Leur appartement dans le quartier de Chambéry, modeste mais confortable, résonne de conversations sur la médecine, la politique franquiste et les rêves d'avenir, dans une Espagne encore marquée par les cicatrices de la guerre civile. Les Russes madrilènes, où Julio joue au football avec des amis et explore les cafés animés de la Gran Via, nourrissent son charisme naturel. Enfant, il excelle à l'école, particulièrement en langue, et montre un talent précoce pour le chant lors de réunions familiales. Ses camarades se souviennent d'un garçon énergique, organisant des matchs improvisés ou chantant des coplats dans les cours d'école, révélant déjà une présence magnétique. Ces instants simples, loin des scènes internationales, posent les fondations d'une carrière ancrée dans l'authenticité et l'émotion. Pourtant, Madrid représente aussi un cadre contraignant qui pousse Julio vers des horizons plus vastes. À 19 ans, un accident de voiture dramatique en 1963 interrompt ses études de droit et ses ambitions de footballeur semi-professionnel à Real Madrid. Immobilisé pendant 2 ans, il découvre la guitare et la composition, transformant la tragédie en tremplin artistique. Une fois rétabli, il part pour Londres en 1966, étudiant l'anglais et se produisant dans des pubs, où sa voix chaude attire les premiers regards. Ses mentors décrivent un jeune homme déterminé, griffonnant des paroles sur des carnets, apprenant à captiver des publics étrangers. Madrid reste un symbole d'enracinement, contrastant avec l'appel du monde qu'il ressent. L'analyse de ses débuts montre comment les épreuves forgent les destins. Dans une Espagne en transition, la résilience de Julio transforme une jeunesse ordinaire en prélude à une gloire extraordinaire. Londres, avec ses rues pluvieuses et ses clubs animés, accueille Julio Iglesias à la fin des années 1960, marquant le début d'une carrière qui redéfinira la musique latine. Après ses études linguistiques, il participe en 1968 au festival de Benidorm, remportant le premier prix avec La Vida Sigue Igual. Ce succès le propulse chez Columbia Records, où il enregistre son premier album en 1969. Le travail est exigeant, journées interminables en studio, apprentissage des subtilités de production et tournée dans des théâtres régionaux pour bâtir une base de fans. Ses débuts affinent sa capacité à transmettre des émotions universelles.
une compétence clé dans un milieu compétitif. Son premier triomphe international arrive en 1970, lorsqu'il représente l'Espagne à l'Eurovision avec Gwendoline, terminant 4e, mais captant l'attention mondiale. Il parcourt l'Europe et l'Amérique latine, chantant dans des salles de Buenos Aires à Lisbonne, adaptant son répertoire en plusieurs langues, espagnol, français, italien. Les auditeurs apprécient son style romantique, éloigné des conventions rigides de l'époque, qui mêlent ballades et sensualité. En 1975, Manuela devient un hit, consolidant sa réputation comme crooner universel. Les journées s'allongent, répétitions jusqu'à l'aube, collaboration avec des compositeurs comme Manuel Alejandro, et voyages pour des émissions télévisées. Cette phase établit son statut dans l'industrie musicale, un monde où l'innovation rivalise avec la tradition. Ses collègues le décrivent comme un perfectionniste, toujours avec des partitions annotées, évitant les approximations. Parallèlement, il explore l'écriture, rédigeant des chansons inspirées de ses voyages et amours. Les week-ends, il retourne à Madrid, flânant dans le parc du Retiro, réfléchissant à l'équilibre entre art et vie personnelle. Les experts voient dans ses débuts les racines de son succès. Une formation dans des scènes modestes qui enseignent l'humilité, contrastant avec les égos surdimensionnés du milieu. En 1984, l'album 1100 Bel Air Place, avec des duos comme celui avec Willie Nelson, marque un tournant mondial. Sa voix envoûtante séduit. L'étude de cette transition montre comment les migrations artistiques sculptent les identités. D'un chanteur local à une star planétaire, Julio Iglesias devient un pont entre cultures. Les studios de Miami et les scènes internationales, du Carnegie Hall à l'Olympia de Paris, deviennent le domaine de Julio Iglesias à partir des années 1980, lorsque sa carrière atteint des sommets inégalés. À 40 ans, l'un des artistes les plus vendus, il navigue dans un monde en mutation. La montée des vidéoclips, la concurrence pop et les attentes croissantes des fans. Chaque concert est un exercice d'équilibre. Offrir des performances impeccables, insufflant une passion qui transcende les barrières linguistiques. Sa présence scénique, alliée à une voix veloutée, devient synonyme de romantisme. Les spectateurs le plébiscitent pour sa capacité à transformer des chansons en récits intimes. Durant ces décennies, il enchaîne des tournées mondiales, se produisant au Japon, en Australie et aux États-Unis, où il remplit des stades avec des hits comme « To All the Girls I've Loved Before ». Ses collaborateurs louent sa préparation rigoureuse, heures à peaufiner arrangements, anticipant les attentes des publics variés. C'est une vie sous pression. Insomnie due à des vols transcontinentaux, enregistrements dans des studios de Los Angeles à Madrid. Pourtant, il trouve des moments de légèreté, comme dans des galas caritatifs où il chante pour des causes éducatives, révélant une facette altruiste. L'industrie le considère comme un modèle, un artiste qui domine un marché global avec une élégance intemporelle. En 1990, un revers personnel, des tensions familiales avec ses enfants aînés, le pousse à explorer des projets plus introspectifs, comme des albums en français, non-stop. Puis en 2000, son installation à Miami marque un retour triomphal, avec des collaborations auprès de stars comme Sting. Les décennies suivantes sont intenses. Apparitions télévisées, concerts retransmis en direct. La charge est immense. Disponibilité constante. Responsabilité d'émouvoir des millions. Dans des interviews, il évoque la pesanteur invisible de l'authenticité, un fardeau des artistes. En 2025, à 82 ans, il ralentit, privilégiant des concerts intimistes. Ce n'est pas un retrait total,
mais une évolution vers un luxe plus discret. Ces spectacles restent un héritage, une ère où la musique latine gagne une portée universelle. La réflexion sur cette période montre comment les figures artistiques deviennent des institutions, non par ostentation, mais par constance. Les années de Giulio, au sommet, reflètent un monde en évolution, vibrant, exigeant, enrichissant. La rencontre avec Isabelle Preisler émerge comme un refuge dans les années 1970 lors d'une soirée à Madrid où cette journaliste philippine, née en 1951, séduit Giulio par son charme raffiné. Leur mariage en 1971, célébré dans une église de Toledo, scelle une union marquée par la passion et l'ambition. Isabelle, figure mondaine, gère la vie sociale du couple tandis que Giulio enchaîne les tournées, offrant stabilité dans un tourbillon artistique. Leur foyer à Madrid accueille 3 enfants, Chabeli, Giulio Jr., Enrique, qui apportent joie et défi. Les premières années sont harmonieuses. Installation dans une villa élégante à la Moraleja, escapades en Costa del Sol, où Isabelle initie les enfants aux arts, tandis que Giulio partage des anecdotes de scènes internationales. Amis décrivent un duo glamour, organisant des réceptions où se mêlent de diplomates et artistes, sans jamais perdre leur chaleur. Isabelle soutient les absences prolongées de Giulio, gérant agenda et apparitions médiatiques, maintenant un équilibre fragile. Cependant, des fissures apparaissent. La célébrité mondiale de Giulio intensifie les tensions, ses tournées le tenant éloigné des mois entiers. Des différends surgissent sur des détails quotidiens. Qui supervise l'éducation des enfants? Qui planifie les vacances? Isabelle, avec sa résilience, tente de concilier, mais les pressions s'accumulent. En 1979, le divorce survient, non comme un scandale, mais un adieu respectueux, marqué par un engagement commun pour leurs enfants. En 2010, Giulio épouse Miranda Rinsburger, une Néerlandaise rencontrée en 1990, avec qui il a 5 enfants. Cette union, célébrée à Marbella, incarne une nouvelle phase. Miranda, née en 1965, apporte une sérénité discrète, gérant leur domaine à Punta Cana. Leur vie conjugale, bien que stable, n'échappe pas aux défis. La santé déclinante de Giulio, des diagnostics de fatigue chronique, intensifient les réflexions de Miranda. L'analyse de ces relations révèle des schémas chez les stars, l'opposition entre gloire publique et intimité fragile, où le succès engendre solitude. Ces épreuves forgent la résilience de Giulio et Miranda, préparant le terrain pour des révélations plus profondes. En 2025, le patrimoine immobilier de Giulio Iglesias témoigne de son goût pour l'élégance et la diversité géographique. Sa résidence principale à Miami, un manoir de 10 000 mètres carrés dans le quartier exclusif d'Indian Creek, acheté en 2008 pour 20 millions de dollars, incarne le luxe discret. Entouré de palmiers et donnant sur une baie privée, la propriété comprend une piscine à débordement, un quai pour yachts et un studio d'enregistrement où il peaufine encore des mélodies. Les intérieurs décorés par Miranda mêlent marbre italien et œuvres d'art latino-américaines, reflétant une vie cosmopolite. Une autre demeure emblématique se trouve à Punta Cana, en République dominicaine, un domaine de 50 hectares, acquis dans les années 1990. Cette retraite tropicale, avec ses villas blanches et ses jardins luxuriants, sert de refuge familial. Les enfants y passent des étés, nageant dans des lagons artificiels ou jouant au tennis sur des cours privés. Giulio y organise des soirées intimes où il chante pour des amis proches sous les étoiles. Une troisième propriété, à Marbella, sur la Costa del Sol, achetée dans les années 1980, est une villa méditerranéenne de style andalou,
avec des patios fleuris et une vue sur la mer. Elle reste un lieu de nostalgie où il retourne pour des anniversaires ou des réunions. Ces résidences ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais des espaces où Giulio cultive sa créativité et sa vie familiale. Des voisins de Miami décrivent des soirées où sa voix résonne depuis le jardin, tandis qu'à Punta Cana, il jardine avec Miranda, plantant des palmiers. L'analyse de ce patrimoine immobilier montre comment les stars transforment leurs gains en refuge personnel. Chaque maison raconte une étape de sa vie, de l'ambition madrilène à la sérénité tropicale. Ces lieux, bien que fastueux, sont aussi des ancres dans un monde de mouvements constants. Le style de vie de Giulio Iglesias, en 2025, s'étend à une collection de biens qui reflète son amour pour la vitesse et l'élégance. Sa flotte automobile, conservée dans ses propriétés, inclut une Rolls-Royce Phantom de 2020, personnalisée avec des intérieurs en cuir blanc, estimés à 500 000 $. Une Ferrari 488 Spider, rouge flamboyant, trône dans son garage de Marbella, utilisé pour des balades le long de la côte. À Miami, il conduit une Tesla Model S, choisie pour son design futuriste, qu'il prête parfois à ses fils. Ces véhicules, entretenus avec soin, ne sont pas de simples possessions. Giulio les voit comme des extensions de sa liberté, des moyens de s'échapper du tumulte. Son yacht, Melodia, amarré à Punta Cana, est un chef-d'œuvre de 30 mètres, acheté en 2015 pour 15 millions de $. Équipé de suites luxueuses et d'un piano à queue, il accueille des croisières familiales dans les Caraïbes, où Giulio improvise des concerts pour ses invités. Des amis racontent des nuits à bord, où il partage des anecdotes de sa carrière sous un ciel étoilé. Il possède également une collection d'œuvres d'art, incluant des toiles de Miro et Picasso, exposées dans ses résidences, estimées à 30 millions de $. Ces acquisitions, souvent choisies avec Miranda, reflètent son goût pour la beauté intemporelle. Ses possessions, bien que somptueuses, ne sont pas ostentatoires. Giulio insiste sur leur valeur sentimentale. La Rolls-Royce rappelle ses triomphes américains. Le yacht incarne des moments familiaux. L'analyse de ces biens montre comment les icônes transforment la richesse en expérience. Chaque objet porte une histoire, liant passé et présent. Ce chapitre de sa vie, riche en détails, illustre une existence où le luxe sert de toile à une quête d'équilibre. La confession implicite de Miranda sur les sacrifices derrière la gloire de Giulio projette des lueurs sur leur avenir. À Maastricht, Miami ou Punta Cana, ils envisagent des projets modestes, un album acoustique, des mémoires coécrites, où la voix de Giulio, affaiblie mais émouvante, continue d'inspirer. Ses enfants deviennent gardiens de cet héritage. Collaboration sur des documentaires, préservation de ses archives pour des expositions futures. Le legs musical persiste. Des millions de chansons qui ont uni des générations, mêlant romance et universalité. À 82 ans, Giulio réfléchit. La musique m'a construit, mais la famille me définit. Les épreuves passées, comme divorce et crise, enseignent que les fins ouvrent des débuts, des débuts, des débuts.